Je me permets de présenter le nouvel orateur, Luca Massimo Barbero, donc qui est curateur, puisque on emploie même le mot maintenant, curateur en français, à la fondation ou à la collection Peggy Guggenheim de Venise, en même temps directeur d'un institut qui œuvre beaucoup, l'Institut di Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Chini, qui est donc un spécialiste de Fontana en particulier, qui a fait des expositions sur cet artiste. Donc, Paul-Louis Rinoui nous avait lancé déjà la transition sur le trou, sur ces questions de vide. Donc, l'exposition le montre aussi, et je me permettrai en introduction une petite réflexion tout de même, qu'il faut toujours faire très attention. Vous avez compris, je cherche toujours à provoquer, dans la manière dont on traite les postérités des artistes. Vous savez que pendant longtemps, par exemple, pour oser parler de Gustave Moreau et d'Odilon Redon, et je suis au musée d'Orsay, on était obligé d'expliquer qu'ils avaient influencé les surréalistes. Il fallait passer par le surréalisme pour pouvoir revenir à Odilon Redon. Je ne prétends pas qu'il faille passer par Fontana pour redécouvrir Wild. Mais attention tout de même, à ce que les enfants ne viennent pas, en quelque sorte, perturber, si je puis dire, la lecture que nous faisons des parents. À vous, Monsieur Barbero. Grazie. Penso di dovere intanto chiarire inizialmente proprio quella che è la caratteristica di questo rapporto mon rapport de magistère de Wild par rapport à Fontana et Fausto Melotti. Donc en fin de compte, je profite de l'occasion pour vraiment partager ce point de vue. Il s'agit ici d'une comment dirais-je, sorte de continuité totalement non documentable. Même pire, je dirais, c'est l'aspect le plus intéressant de tout ce magistère, c'est qu'on a exclusivement au niveau des affinités ce type de rapport. Et ça a servi pendant longtemps de dénoncer le magistère de Wild par rapport à Melotti et Fontana, justement pour justifier l'amitié, le rapprochement de ces deux modernes, et pas que pour parler de la figure du maître, qui a toujours été une figure isolée, négligée ou d'une certaine manière partant d'une autre altérité. Ceci étant dit, je voudrais faire une petite balade dans les images. Et il n'y a pas de documents, même pas d'inscription au niveau de l'école de marbre et puis ensuite des arts plastiques de Wild, à part justement de la part de Fontana. Eh bien, je voulais, comment dirais-je, proposer ici des terminologies, en particulier des points qui seraient utiles, si je puis dire, pour un moment de débat, un débat impossible parce que nous sommes en retard comme vous le disiez, mais néanmoins je vais essayer moi-même d'être très rapide pour ne pas perdre de temps. Et donc en synthèse, Piccioni, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à Piccioni, par rapport au sens des arts et des arts italiens, disons au niveau de la recherche nécessaire en termes d'art italien, eh bien en fin de compte ce terme inclassifiable, puisqu'on l'a utilisé pour Wild et qui va être récurrent aussi bien pour Fontana, jusqu'à ce que Fontana inventera ce spatialisme pour s'auto-classifier, aussi bien ce terme que Louis a parlé tout à l'heure, c'était ce terme intempestif, c'est-à-dire atemporel. Plus qu'intempestif, je parle justement d'intemporel, intemporel, peut-être trop en retard ou trop en avance. Eh bien, voilà, ce sont trois indications qui correspondent vraiment à ce qui est le rapport de ces jeunes avec le maître. Donc, ici, on ne parle pas d'un rapport, comment dirais-je, aveugle de ces deux élèves envers le maître. Mais voyons un petit peu comment ça se passe par rapport à ce que moi j'appelle les affinités ou, je dirais, les altérités que Wild va transcender, va donner à ses étudiants qui vivent ce rapport intime, très élevé. Déjà dès 1927, quand ils se rencontrent, quand Melotti et Fontana se rencontrent, et qui représentent en fin de compte deux facettes, si je puis dire, un peu comme les sculptures de notre maître Wild, deux faces, deux aspects de la sculpture italienne, surtout dans les années 30. Et puis, on verra aussi des cas qui vont se développer à l'aube des années 60. Donc bref, chers amis, nous voulons
nous allons commencer avec ce concept de l'œuvre dans l'esprit, en cédant grâce à des bonnes auspices sur le papier. Bon, le magistère de Wilt, dans cet essai, commence de façon emblématique pour ses élèves. C'est-à-dire, c'est une tâche symbolique très élevée qui est de réaliser un œuf. Et c'est une première test que Wilt demandait à ses élèves. Et en fait, d'une certaine manière, c'est le premier exercice idéal parce que en fait, l'œuf, évidemment, c'est réaliste et puis aussi, comment dirais-je, créateur. Donc le thème de l'œuf, eh bien, peut amener à cette scolaricité, cette culture du marbre qui est fondamentale pour Wilt. Et comme on l'a vu de façon extraordinaire, comme les collègues l'ont dit tout à l'heure, l'importance de l'art du marbre en 21 et en 22 aussi, Wilt réussit à ouvrir grâce à des fonds privés son école de marbre et en 26 aussi, il ouvre justement le cours à Brera d'art plastique. À partir de cette année-là, il demande aussi à ses étudiants de participer aussi à cela et à l'aider quand il dit qu'en fait, eh bien, il fallait travailler pire qu'un dur ouvrier qui était là pour travailler. Il y avait des jeunes filles et garçons qui ne pouvaient même pas s'amuser. Donc il voulait que ses étudiants fréquentent son école de façon obligatoire du travail du marbre. Attention, c'est une année après l'année 1925. Donc, c'est-à-dire l'année où Wilt demande à ces jeunes d'être avant des sculpteurs, et bien des travailleurs du marbre. Et puis c'est ici que nous avons le visage de Fausto Milotti. Eh bien, il demande aux jeunes, en fin de compte, voilà comment il les appelle, les jeunes ou les travailleurs, d'exécuter eh bien cette confrontation avec l'Antiquité et l'idée ici de partialité. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, et on a vu l'idée de fait d'enlever ces parties qui demandent, où il demande à ses étudiants de suivre ses propos. Certains cas ici que je voulais vous souligner, eh bien, en particulier Sant'Ambrogio qui marche sur les 7 péchés, et d'ailleurs ici, on le voit, regardez les différentes sinuosités des voiles, des voilages grâce aux pieds élevés, cette position de Sant'Ambrogio qui représente justement un peu un cas atypique dans cette idée des flancs un petit peu surélevés. Et c'est une idée tout à fait forte, mais également folle, parce que ce serait intéressant d'ouvrir ce débat, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un pourrait dire que c'est un peu décoratif aussi comme objet que le saint a dans ses mains. Et puis ici, peut-être moins connu par le public, ces 3 bas-reliefs pour la tombe Barambella de Cantun, où en effet, on a le jeune Melotti qui réussit dans cette phase entre, comment dirais-je, je ne sais même plus le bas-relief ou le haut-relief, on réussit vraiment à démouler d'une certaine façon et de trouver aussi ce rapprochement entre les sinuosités, ou plutôt, je dirais, cette façon courbe dont on parle, et Margherita Sarfatti en parle justement dans cette spécificité des cours, des positions, des sculptures de Wilt. Et puis peut-être, et je pense que d'ailleurs en effet on le voit, cet emblème ici, pastoral, eh bien on a une interruption et à l'improviste ça devient un cercle pour devenir en fait une sorte de spirale voulue, et voilà, de même que ce plan incliné, c'est très Wiltien, c'est vraiment dans la déposition ici des années 30 de Melotti, mais qui quand même nous renvoie totalement à la posture et à la position de cette figure de droite de la chapelle Corner, justement de Milan. Eh bien, j'ai trouvé aussi cette table inclinée de 1933 qui est vraiment aussi le dîner, la scène à Emmaüs. Et donc, on a toute cette perspective, mais qui amène cette indéfinition, cette idée de mobilité qui est très précaire. Et donc, du coup, on a cet espace, cette idée de la mobilité indéfinie, ou plutôt même incapacité d'un objet à rester immobile dans l'espace où il est représenté. Et donc, du coup, on peut définir Wilt d'une certaine manière aussi, Melotti et Fontane, eh bien, dans ce cadre-là. Parce qu'on a une forme de dynamisme, vraiment. Et ce plan reste pour tout l'exercice sculpturel, eh bien, de façon à ce que les céramiques des années 50, eh bien, souvent, aient ces
concepite ces dames una sorta di qui grande carta da pacchi comment dirais-je, ces figures de céramique où poi, come on se va fosse una parte créer archeologica, comme une le partie testine, archéologique, eh ma bien, des tutte têtes posanti qui i sont piedi toutes, su dei qui ont tous piani leurs pieds inclinati sur des plans che danno inclinés, questa qui forma donnent justement assolutamente cette forme questo tout à fait senso di assoluta absolue, c'est un sens de l'absolu, de cette instabilité ecco allora, absolue. Si parlava prima della fonte, insomma. Tout à l'heure, on parlait de la source. Alors, di Wild, ed ecco allora la che source de Wild, eh bien, improvvisamente à il l'improviste, magistero on a wilkiano ce magistère wilkien non qui tanto, rentre ripeto, pas tellement come comme citazione. La cosa interessante en elle-même, è ce che qui est non ce qui c'è est quasi intéressant, c'est qu'il n'y a mai, a presque parte in jamais, questi mis rilievi, à e part vedrete ces poi reliefs, diversamente et per puis Fontana, pour non c'è Fontana mai una aussi, on n'a pas de dévotion o una ou dépendance styliste. C'est-à-dire qu'on a, d'une certaine manière, ce que je voulais vous ramener à comprendre ou partager avec moi, c'est-à-dire l'idée conceptuelle qui est liée à ce magistère et de cette action wilkienne qui se transfère ensuite dans l'œuvre de ses élèves. Ecco allora che il tema del mosaico, e ancora una volta l'aborrito termine decorativo, ritorna effettivamente anche in opera giovanile di Melotti, come questo senza titolo del 1933-34, dove, attenzione, c'è un momento di agitazione contemporanea, cioè sono gli anni fra il 32 e 35 in cui Melotti e Fontana, lo vedremo, torneranno a essere invece quasi tempestivamente contemporanei, cioè la Milano, si vedeva prima, tra l'altro, dalle pubblicazioni anche dei mobili e del design, la Milano razionalista, la Milano che si sta velocissimamente aggiornando. Cette ville de Milan qui est en train de se mettre à jour. Ecco allora et donc, che entra effettivamente in campo non solo l'idea filiforme del segno, un segno che è tanto decorativo quanto strutturale, in questo caso è evidente che questo albero della vita è un albero cosmogonico, c'est un arbre où on a des étoiles ici qui sont exécutées totalement conçues par l'artiste de façon, comment dirais-je, réelle. Eh bien, ce sont des symboles, ces symboles et ces jeunes en particulier, le jeune Melotti va se référer à ces étoiles. Et cette linéarité tout à fait structurelle du signe, aussi, je préfère utiliser le terme ligne, que Melotti va capturer. Eh bien, oui, encore une fois et plus rapidement, l'idée de rayon. Un rayon qui est une ligne de décoration, une ligne symbolique, mais également structurelle. C'est-à-dire, c'est d'une certaine manière le symbole ou disons une métaphore de l'allégorie de l'espace. L'espace déliné ici de façon bidimensionnelle, mais également un espace qui est fatal en tant que suggestion, en tant qu'introduction, en tant qu'incarnation de ces signes microscopiques rayonnants, justement, qui sont introduits souvent de façon dorée ou bien avec des formes dorées et vers des formes dorées. Ici, d'autres dessins que les collègues ont déjà montrés tout à l'heure. Bref, le dessin explique ce concept extraordinaire de cette bidimension, c'est-à-dire le travail de Wild selon lequel cette bidimension, je pense au verre doré, je pense à ces formes de décor de certaines de ces sculptures. On pense par exemple aux cils ou bien à d'autres aspects, les fils dorés. Eh bien, ce sont des œuvres où on a la bidimension qui est une allusion à l'espace mental, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis on peut le souligner, c'est-à-dire un espace qui n'est pas que matériel, mais qui est polyédrique, qui est poétique. Et donc, en fin de compte, on ne tarde pas à comprendre aussi la force dynamique vectorielle de certaines des lignes de Wild qui sont ici. Et puis dans Cave et Canem, eh bien, on peut comprendre l'importance pas tant de l'animal représenté, mais comment on peut interpréter tout cela et introduire le thème de cette vectorialité rationnelle, structurelle, géométrique et liée à toutes ces flèches qui vont croiser l'animal et vont le perforer. Attention, évidemment, différemment de la louve de Martini, mais tout de même, on a cette sortie du cercle. Et puis, donc, c'est pas étonnant. On
est finalement à l'improviste, un petit peu sans avoir, comment dirais-je, on a une lucidité céleste dans cette culture de 1934, dans cette façon extraordinaire d'utiliser la lumière. C'est un maître, bien évidemment, dans le sens qu'on a cette déférence que l'on doit à ses propres, que les propres élèves doivent au maître quand on laisse quelque chose d'important, ces moments vertueux qui sont très importants et qui pour nous sont une leçon valable. Eh bien, oui, on ne doit pas donc s'étonner, disais-je, de cette phrase peu connue du cousin de Melotti, M. Belli, qui va écrire la Bible du rationalisme italien, d'ailleurs, et Carlo Belli, qui écrit entre autres, et je cite parce que nous sommes encore une fois contre un mouvement, un autre mouvement, donc je cite comme paladin défenseur de cela, le seul art possible de notre temps, on est en 34, attention, n'a pas de racine dans le mort-né Novecento, mais on se limite à ce fil doré au signe de vie. Donc voilà, dans cette clé, dans cette lumière, dans cette illumination de ce fil doré, on peut aussi pénétrer ces compositions architecturales qui sont impressionnantes de Melotti. Justement, comme cette sculpture de mus. Rapidement, je vais aller vers les conclusions pour certaines images qui sont importantes dans le cadre de cette présentation. Nous avons ici certains aspects, la bidimensionnalité, comme je le disais, et puis ça c'est vraiment très important. Je voulais absolument vous montrer les détails de ces signes dorés qui sont récurrents. Mais ce sont des symboles, mais aussi c'est une lumière, c'est une vraie lumière. On a une signification de lumière, c'est-à-dire une intervention réelle dans le cadre de la superficialité profonde de ce blanc et noir, de ce parchemin et du papier et bien sûr du crayon qui est utilisé. Parce qu'on a une extrapolation de la superficie, ces aspects qui vont renvoyer à des espaces allusif, certes, ce n'est pas c'est un renvoi à l'espace total. Et donc, du coup, le Christ de 1916, on a cet énorme pathos de cet état, de ces pépites de Christ où partent justement de façon énergétique. Et anachroniste, évidemment, parce qu'on ne peut pas les définir précisément, mais elles sont liberté, elles sont art nouveau. Et donc, voilà, ce sont des signes extraordinaires qui sont tout à fait recueillis ici dans leur double signification de sens au niveau de Melotti. Alors, je ne veux pas dire que l'utilisation du pentagramme melottien est due au magistère viltien, mais je veux dire tout de même que pour Melotti, la ligne devient un champ clair d'évocation poétique. La ligne est quelque chose qui peut en effet héberger un événement en synthèse. On a beaucoup parlé aujourd'hui de synthèse, en séparant aussi différents aspects, c'est-à-dire la simplification. Ces deux œuvres ici de Melotti sont fondamentales dans un projet de 35, dans la sculpture de 35. On nous explique en fin de compte combien c'est fort, combien on a pu incider, avoir une incidence au niveau du dessin viltien pour l'œuvre de Melotti. Et donc la pluie de 66, c'est très important. Je voulais vous faire remarquer ces champs ronds, ces plans inclinés, n'est-ce pas, qui vont causer cette goutte qui tombe sur le carrelage, qui tombe par terre. Et je vais aussi vous montrer ce théorème où on revient sur ce changement des plans, l'inclination des lieux, et attention, comme l'écrit Melotti. Bon, on a au-delà du champ précis de la géométrie, eh bien, on a tout cet aspect de foi et religion de 1917 de Wild. Bien, en effet, il semblerait, comment dirais-je, que nous avons dans la lumière cette trois dimensions, donc le 3D, si je peux dire, cette poétique de laiton, de cuivre, voire de crayon de Melotti. Et d'ailleurs, nous avons en mémoire une phrase très importante de Melotti qui a écrit un texte tout à fait fondamental pour une exposition de Wild, de dessins. Il disait que les dessins de Wild sont parmi les plus beaux jamais exécutés. Et d'ailleurs, il se souvient que cette liberté, ici, la liberté de Wild, eh bien, c'est cette altérité, encore une fois, comme il l'a souligné. Eh bien, nous avons une vraie liberté tirée
un petit tiret Liberty, c'est-à-dire Art Nouveau, et donc là je lance le débat, n'est-ce pas? On en a parlé évidemment à foison, mais on va le réitérer, c'est-à-dire qui a appartenu à quoi, quels sont les mouvements, enfin bref, cette liberté, cette liberté Art Nouveau, eh bien on a cette gentillesse des traits, eh bien je perds tout ce qui est cet ennui de l'immédiateté. Che penso sia fondamentale per questa lezione Wiltiana. Velocemente, eh bien, rapidement, je vous demande encore 10 minutes d'attention. Ecco allora, velocemente donc, le prove giovanili, 5 minuti. Eh bien, 5 minutes, tu me donnes? Le prove giovanili di donc, Lucio ici, Fontana, des œuvres de jeunesse. El Aurigo, on a donc de Lucio Fontana, on a un jeune homme ici très doué, qui en 27, on a vraiment l'année qui va passer directement à la 4e année, et donc Wild l'adopte comme son meilleur étudiant, ça c'est évident, mais ça c'est clair. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, il est déjà un sculpteur formé, si on peut dire, parce que son père, sculpteur décoratif qui a étudié le rosaire, Fontana scopre Wild proprio in quel 27. Qui avait été découvert précisément en 1927 durant la biennale de la permanente. Et qui disait que Wild était un sculpteur merveilleux. Et donc voilà le studio à Via Govone, où la présence de cette autre œuvre a pu être reconstruite, qui est typiquement wiltienne de Fontana, le San Sébastien. Et voici un autre thème qu'on a déjà touché aujourd'hui, mais donc la poétique fontanienne, Wiltiana, che è il tema dell'ombra. Queste sono due sculture voici deux sculptures de sa jeunesse di Fontana, sono degli anni 20, de Fontana, des années 20, e arriviamo così al tema dell'ombra, con un tema molto forte, quest'ombra come contrappunto della fisicità, et caractérisé par la fisicité. Et encore une fois, ce cercle qui les réunit. Donc cette impression de duplicité dans la bidimensionnalité. Et le dernier thème que je voulais affronter sur Fontana, c'est le thème de l'or. Ecco allora la tomba, donc voici la tombe, le monument funèbre de Boschi, où il y a ce concept de la chair qui devient evocazione dal collega che mi ha preceduto, ma soprattutto devo dire et qui était très bien défini par mon prédécesseur, mais surtout cette œuvre-ci, donc l'idée de Fontana qui ne reprend pas les styles de Wild. Il est passé très rapidement en fait de Wild à Despio, et de Despio à Maillot, et puis ensuite à Tsekin. Il trahit complètement Wild, et Wild finit même par le concevoir comme un ennemi. Questo modo di eternare, scrivono appunto già nel 37, eternare per un momento il gesto, viene chiaramente dalla matrice tutta de changer le geste de la matrice, de tout le symbolisme et de la luminosité de l'or, donc comme on voyait. Chiudo con questo filo d'oro, et je termine avec ce fil d'or où je ne voudrais pas simplement amener le chiffre stylistique ou l'élément stylistique spécifiquement banal dans ce cas-ci, mais j'aimerais expliquer donc avec précisément l'idée de tout ce que nous voyons en ce qui concerne Fontana reflète l'influence et la pensée de Wild, non tellement pour l'aspect symbolique ou conceptuel, mais plutôt visif. Et donc voilà, c'est ce fil d'or, la sculpture extraite en 1934. Nous ne devons pas oublier que ceci marque typiquement une sculpture tridimensionnelle qui caractérise le signe wiltien en tant qu'abstrait parfait et de cette façon mimétique et allusif, le fameux néon de 1951 à la Triennale. Je conclus avec le Ferrarin, qui a été plusieurs fois cité aujourd'hui par mes collègues, dans un concept de vide, un vide qui vit encore dans l'or sacré du mosaïque, très romain. Ma soprattutto il vuoto come suono di possibilità spaziale e anche il luogo dell'accadimento luminoso. Ecco allora che l'événement lumineux. Si citava prima questa cosa importantissima dello stile, ma soprattutto dell'idea di poter vedere un segno che diventa struttura. Ecco allora che torna in un momento
quello sì, qualcuno ha scritto, anzi, dans un Enrico moment, Crispotti scrive di opere, lo vedremo poi nella prossima. Enrico Crispotti di queste opere scrive sono opere di natura kitsch che forse rivedono alcuni luoghi in chiave déco-liberty. Questa è la Venezia tutta d'oro del 1961 del Thyssen di Madrid. Tout en or de 1961 à Madrid, de Fontana, où pour la première fois il affrontait un thème figuratif, spatial, émotif, très fort, même romantique, je dirais, la Venise de Saint-Marc, des coupoles. Et c'est surtout l'altération physique de la matière. Ha una chiave forse secessionista, forse questo segnare con le mani ha veramente creato un vortice di natura liberty, main qui créait une espèce de vortex typique du liberty, et qui revient à une phrase toujours sur la sculpture de marbre de Wilt, où Wilt, d'une certaine façon, congèle l'œuvre de ces deux élèves qui travaillent avec lui et qui ne seront jamais classifiés ou classifiables. Ceci suffira pour un bref rendez-vous avec la nouvelle matière pour trouver de nouvelles voies à la sensibilité et inscrire comme ceci l'exécution de tout ce que nous faisons dans un nouveau caractère. Wilt comme un caractère nouveau. Merci.